Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Moi, ça va très bien. J'ai un petit quelque chose à vous raconter très rapidement cette semaine. C'est le premier podcast de Connaissez-vous qui est enregistré dans mon nouvel appartement. Et je pourrais quasiment dire dans mon, j'allais dire mon studio, mais c'est mon bureau de travail qui va servir à enregistrer, entre autres, des émissions de Connaissez-vous. Et mon invité d'aujourd'hui s'est déplacé chez nous à Longueuil pour le faire. Et j'en suis très content. Il s'appelle Nicolas Laurence Ruel. Tout d'abord, bonjour Nicolas. Salut Martin. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire le projet. On jase depuis tantôt. On a jasé pendant la semaine pour préparer l'entrevue. Je sens que ça va être une émission remplie d'émotions et de toutes sortes. On va passer par une gamme en tout cas de toutes sortes de choses. Je te remercie à l'avance d'accepter de les partager avec nous. Ah, ça me fait plaisir. Parce que je sais qu'en même temps, je peux aider quelqu'un d'autre. Puis il y a d'autres mots qui se sentent la façon que je me sens. Et quelqu'un au pluriel, hein? Plusieurs personnes, j'ai l'impression. Quelqu'un ou quelqu'une, ouais. Oui, les deux sûrement. Hein? Mm-hmm. Et tu m'avais écrit au mois de novembre, si ma mémoire est bonne, parce que tu voulais avoir, en tout cas, des détails sur des gens que tu avais entendu parler, je crois, à mon émission, qui avaient fait les traitements de cellules souches dans d'autres pays. Mm-hmm. Mais ça, on va y revenir plus tard, si tu le permets. Parce que, comme pour chaque invité, j'aimerais ça qu'on commence par le début de ta vie. Tu n'es pas très vieux. Je pense que tu ne seras pas gêné de dire quel âge tu as. Non, j'ai 28. Je m'en vais sur mes 29 là, le 2 mai. Ah, ça fait que c'est très, très bientôt. Mm-hmm. Ouais. Donc, quel genre de... Tu es né où, toi, Nicolas? Je suis né à Dorval, juste derrière l'aéroport. Près des avions? Ouais. Ah, tabarouette, OK. Je suis derrière l'aéroport. J'ai... Puis jusqu'à 8 ans. Après ça, on a déménagé à Beaconsfield. OK. Dans l'ouest de l'île. Puis j'ai grandi là-bas jusqu'à 20 ans. OK. Tout allait bien. J'ai toujours été en santé. Voyant. Et d'une famille nombreuse ou... On est 3 enfants. 3 enfants? Ouais, mes parents sont ensemble, mais ils étaient encore ensemble. OK. Ce qui est quand même rare. Ouais, quand même, hein. C'est vrai que... On est plus habitué du contraire maintenant. C'est quoi, c'est 3 mariages sur 4 finissent en divorce? Non, en plus, avec ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas dans ma situation. Je suis content pour eux autres. Je sais pas c'est quoi la statistique, mais je sais que c'est quand même forcément assez élevé. Donc, 3 enfants, frères, sœurs, tu te situes où dans la famille? Un frère plus vieux. OK. 31 ans, puis ma sœur est plus jeune d'1 an. OK. Puis moi, je suis dans le milieu. Ce qu'on appelle là, un ange. Un autre enfant du milieu. Ouais. Okay. Je suis très, très, très proche avec ma sœur. Oui? Ouais, j'ai même doublé une année pour être dans la même classe qu'elle. C'est sérieux? Ouais, tellement que je l'aime. Non, c'est pas... c'est quand même un beau témoignage. Mais on a toujours été proches, ouais. OK. Et quel genre d'enfant t'étais, toi, quand t'étais jeune? Est-ce que tu bougeais beaucoup, je pense? Ouais. Mm-hmm. Ouais. Fait que je suis né avec une... je suis né avec une tumeur au cerveau, mais à 2 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau. OK. Ça va être important pour la suite. Oui, puis on commence, hein, comme je disais, par le début. Donc, un début de vie quand même assez difficile, 2 ans. Ouais, mais tu le sais pas. T'es pas vraiment conscient à cet âge-là de ce que tu vis. Mm-hmm. Puis je pense que c'est ça qui m'a sauvé un peu, peut-être. C'est que
Donc, c'était à 2 ans, j'ai eu une tumeur au cerveau. C'était bénin. J'ai eu des problèmes de yeux. Je fais du strabisme, mais pas de problème de vision. J'ai eu des lunettes jusqu'à peut-être 8 ou 9 ans. OK. Puis j'ai ce qu'on appelle un VP shunt dans le cou, qui draine le liquide céphalorachidien du cerveau jusqu'à dans l'abdomen. Puis j'ai ça depuis l'âge de 2 ans. OK. Puis... mais à 2 ans, comment qu'on se rend compte? Ben, c'est tes parents qui se sont rendus compte? Ouais. Le seul souvenir que j'ai, moi, c'est une photo avec Youpi. Dans le temps, c'était les expos? Les expos. OK. Ouais. C'est ça le souvenir que j'ai vraiment. Ma mère, je pense que ça a commencé avec le taxi. Mes yeux devenaient croches. Ça a commencé comme ça. OK. Ouais, on en parle souvent. Là, c'est rendez-vous chez des docteurs, puis trouver d'autres physiciens. Ça a été dur pour elle. Des tonnes de rendez-vous, des tonnes de spécialistes, ouais. Des tonnes de... Moi, je l'ai pas vécu. Toi, tu t'en rappelles pas? Non, okay. Je me souviens pas. OK. Mais j'ai toujours pensé, là, vu que je connais un peu plus, vu que je fais plus de recherches qu'il faut probablement, mais plus ça va, plus je me dis, c'est peut-être pour ça que j'ai eu des problèmes à l'école. Puis, ouais, parce que on s'en parlait un peu avant de commencer. L'école, pour toi, ça n'a jamais été vraiment... J'ai aimé ça, mais pas pour les bonnes raisons. OK. J'étais bon et j'aimais... Tu vois, j'ai bien aimé les mathématiques. OK. Mais j'aimais pas faire les tests. Ou les examens. Puis j'aimais pas faire les devoirs. Tu vois, mais j'aime les mathématiques. OK. Ça compter dans ma tête tout le temps. Ça m'intéresse souvent. Je suis très intéressé par tout. Mais quand vient le temps de faire les devoirs et les projets, puis ça n'a pas de sens. Parce que là, les projets puis les devoirs, ça venait comme des obligations. Ouais, ça venait comme des moments où ce que tu devais te... Je pense que tu l'as dit comme il faut. C'est quand ça devient une obligation, mon intérêt baisse de beaucoup. OK. Je pense que c'est ça, ouais. Non, c'était pas drôle. C'est pas de quoi que j'aime me vanter, mais ouais, j'arrivais à la maison avec des 65%, puis mes parents étaient contents. OK. Parce que j'avais passé, parce qu'ils savaient que j'avais de la misère, puis c'était pas mon fort. Ah ouais, j'avais honte des fois, là, j'avais des 30-25%, puis je fais qu'à la signature de mes parents. Là. Pour moi, va faire signer ça par tes parents, ils veulent tout les enseignants veulent que nos parents voient ce qu'on a à l'école, mais moi, je pouvais pas. J'entendais pas leur montrer ça. Mais ils finissaient par l'apprendre. Ah oui. Parce que... Le bulletin, à un moment donné, bulletin arrivait. Ouais, c'était toujours moi qui se présentait avec mes parents aux rencontres de professeurs. Puis ma soeur et mon frère n'ont jamais eu de problème, vraiment. Côté académique, ils ont toujours été super bons. Mon frère a fait de l'excellence à l'école. Puis ça a toujours été bien pour lui, mais moi j'excellais dans d'autres choses. OK. Moi j'ai toujours excellé, j'ai fait du karaté. Je me suis rendu jusqu'à la ceinture brune. Puis ça j'aimais ça. J'aimais les sports. Puis j'étais ambitieux là-dedans. J'aimais ça avoir un côté. Quand t'aimes ce que tu fais, c'est facile. C'est quand t'aimes pas ce que tu fais, c'est là que ça devient difficile, être bon. Mais c'est ça, mais tu me disais que rester assis des heures pour toi, c'était pas le fun. Là, ouais. Surtout quand le prof est plate, hein. C'est ça le problème. Master, il beau le monde de Ritalin, mais il y a 40 ans, on appelait ça du monde des enfants hyperactifs. Master, c'est tout des... en anglais, ils disent ADD, là. Mm-hmm. TDAH. Oui. Ton gars, il est pas TDAH. Ton gars, il a juste le goût de bouger. Il boit trop de sucre. Puis le prof, pourquoi c'est pas lui qui est plate à la place? Puis moi, c'est toutes ces questions-là qui me dérangent beaucoup souvent quand j'entends le monde dire « Ah, j'ai des problèmes d'attention. » Non. C'est parce que tu fais de quoi qui t'intéresse pas. Focus sur quelque chose que t'aimes, tu vas voir ton problème d'attention va disparaître. Puis c'est un peu le même avec moi aussi. On voulait me mettre sur le Ritalin, puis... Mais dès que je trouvais un prof qui m'intéressait, alors j'écoutais. Ça devenait plus facile d'écouter. Ah ouais. Puis de... Mais il était le fun à écouter. Fait
pour moi, c'est plus ça. Là. Ouais. Mais le sport, tu dis, le karaté, ça a commencé à quel âge, ça? Ça a commencé... Comment tu... Je pense que ça a commencé à 10 ans ou 11. Puis on a arrêté à 16, 15, 16. Donc, un 5-6 ans là, de... Ouais, c'est à peu près ça, pour se rendre à la ceinture brune. OK. C'était une vraie classe, là. C'était une vraie équipe de karaté. Ça, j'aimais ça. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ça me faisait bouger, j'aimais beaucoup le sport. Non, j'ai jamais vraiment eu d'intérêt à l'école. À vouloir m'apprendre quelque chose qui m'intéressait pas, ça, j'ai de la misère. Mais écoutez, à ça, quand tu vas à l'université et t'apprends quelque chose dans lequel t'as de l'intérêt, c'est différent. Mm-hmm. Mais c'est quand la dernière fois que t'as utilisé de l'algèbre ou... C'est tout ça que... Ouais, ça, de l'algèbre, là. Ouais. Je comprends que c'est des connaissances, puis ça rend quelqu'un juste plus intelligent, mais... On se pose quand même sûrement tous la question, à moins de savoir pertinemment, dès le secondaire 2, qu'on va avoir besoin de ça plus tard. On se le demande. J'aurais aimé mieux apprendre comment me servir d'une carte de crédit, comment ouvrir un compte de banque, comment faire mes comptes avec le comptable. Tu sais, ces choses-là utiles de la vie. Là. Des choses pratiques, là, pratico-pratiques, que c'est sûr et pas mal certain là, qu'on va avoir à se servir. Ouais. Puis, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup plus à l'histoire que ce qu'on a appris dans nos cours aussi. Là. J'aime l'idée de pouvoir choisir ce qu'on veut étudier. Mais là, quand ça devient une obligation, puis on est jeune, fait beau dehors, ouais, ça n'a pas marché pour moi. Est-ce qu'il y a eu d'autres sports? Parce que, bon, il y a eu le karaté. Il me semble que tu m'as déjà parlé que tu as fait du hockey, tu as fait... Ouais, j'ai jamais été dans une équipe sportive de hockey, mais j'ai joué un peu au soccer quand j'étais jeune. OK. J'ai été au collège Bourget en secondaire 1. Je pense que mes parents pensaient que ça serait mieux, puis j'ai été plus encadré, pour que je sois plus encadré. Puis il avait extrêmement raison. Mais tout ce que je voulais, moi, c'était jouer au football. OK, c'était ça comme ta passion, là. Jouer, ouais. Mais, ouais, l'école. Ouais. Non, c'était vraiment pas ton fort. C'était vraiment pas... Comme je te dis, j'étais bon dans ce que j'aimais apprendre. L'histoire, le prof d'histoire était intéressant, c'était le fun. En géologie, c'était le fun. Mathématiques, c'était le fun. Certaines années parce que le prof était le fun. Mais quand le prof devient plate, c'est dur d'écouter un prof plate pendant 1h15 par jour. Je pense que c'est ça au secondaire, des classes d'1h15. Oui, hein, 75 minutes. Ou au collège, tu sais, j'étais allé au collège, j'ai essayé d'étudier en génie civil. Mais le prof était tellement plate. Je pense que c'est ça qui démotive. Là. Ouais. Ben, en tout cas, c'était ça pour moi. Mm-hmm. Fait que j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis inscrit au football au Collège Bourget. En secondaire 2, ouais, fait que c'est ça. Fait que j'ai pas excellé très bien à l'école jusqu'à jamais, finalement. Puis là, en secondaire 2, j'ai décidé de partir au public avec mon frère et ma soeur. J'aimais moins ça le privé. Puis, fait que je suis arrivé, je pense que c'était 1 mois après que les classes étaient commencées. Puis, c'est ça. C'est là que j'ai doublé mon secondaire 2. OK. Puis, c'est comme ça. Là, je suis plus vieux. J'aurais peut-être dû rester au collège Bourget parce que c'est une maudite belle école. Mais faut que tu vieillisses pour le savoir. C'est ça. Des fois, à cet âge-là, on pense que on sait ce qui est bon pour nous, puis tout ça, mais c'est pas toujours... C'est ça. Puis, fait que secondaire 2, puis j'ai doublé cette année-là. Puis, ça a été comme ça. J'ai suivi ma soeur pas mal. On a eu pas mal les mêmes amis tout le temps. Puis, c'était un groupe qui était proche. Donc, on parle un peu de sport, on parle d'amis. Ça, le côté social, c'était quelque chose qui allait bien pour toi? Mm-hmm. C'était important? C'était... Oui puis non. OK. Surtout après le secondaire. Là, ça a commencé à... Ouais, ça a été important. OK. J'ai commencé à m'ouvrir la trappe, puis commencer à parler, à être plus actif. OK, parce que tu parlais moins avant? Ouais, je pense que j'étais plus... on est tous de même. On apprend à se connaître en secondaire. C'est un milieu pour se développer aussi. Ouais, mais il y en a qui parlent déjà beaucoup. Ouais.
Moi, je faisais de la planche à roulettes. OK. J'avais des amis, on faisait ça. Puis c'est ça, après l'école, c'est tout ce que je voulais faire. Là. Socialiser, être autour du monde. Puis, fait que j'ai fait bien de la planche à roulettes. Ça que là, en tout cas, c'est sûr que tu bougeais. Ouais, je bougeais beaucoup. Karaté, planche à roulettes, j'étais dehors. J'étais chanceux, j'ai eu la chance de faire le tour de l'île du Prince-Édouard en vélo. OK, comment c'est arrivé, ça? Je devais avoir 14 ou 15 ans. OK. Avec une compagnie qui s'appelle Les Nomades. Ça a été un beau cadeau de mes parents. Ça a été le fun. Mais on le réalise pas, je pense, quand on est jeune. Toutes les chances qu'on a. Ouais. Mm-hmm. Mais bon, des fois, on n'apprécie pas, mais là, ça, t'as apprécié. Ouais. Mais là, c'était immersion anglaise. Mon père, je pense qu'il savait l'importance de pouvoir parler anglais. Mais nous, on le voyait pas. Mais quand tu étais à l'école en anglais, ça allait comment? Ça a été bon, pas trop bien, là. Je parlais pas trop anglais quand j'étais à l'école. OK. Ça a commencé quand je suis déménagé à Calgary. Là. On va sûrement arriver à ça bientôt. Fait que j'ai appris l'anglais vers 16-17 ans. On vient à Beaconsfield, c'est très anglophone. Oui, c'est On vrai. sort dans la rue, puis c'est high. Pas dans l'ouest de l'île. Puis, fait que j'avais pas vraiment le choix de me débrouiller en anglais. Fait que c'était avec la musique, écouter la télé, puis parler avec les amis. Tout le monde, même les francophones, parlaient tout en anglais. Ah oui, c'est que... Même à l'école, là, durant les pauses. OK, c'est que ça parlait beaucoup anglais Ouais. en tout temps. Bilingue. Puis là, on est plus fiers de pouvoir être bilingue. Là. C'est quelque chose qui est très, très utile. C'est le fun. Puis, fait que j'ai été très actif côté... Moi, toutes les activités, je voulais les faire. C'est vraiment le côté académique que j'avais plus ou moins l'intérêt. Puis, j'ai fini mon secondaire à l'école des adultes. OK. J'ai trouvé à Dorval. Ça a été une décision que j'ai prise d'un coup de tête. J'en avais entendu parler d'un ami. Puis, j'avais juste été en mathématiques 416 à l'époque. Puis, je voulais être 426 pour aller en génie civil. Fait qu'il fallait que je trouve une façon de recommencer certaines choses. Fait que je suis allé aux adultes. Mais ça aussi, je le regrette. J'aurais aimé ça finir secondaire avec les autres. Là, avec une vie qui est un peu plus normale. Dans un cheminement. Ouais, vivre le secondaire 5. Là. Mais, pas grave. Le bal définissant. Ouais, ces affaires-là. Mais aussi des activités, d'être autour du monde de mon âge. Puis. Mais c'est pas grave. C'était une décision que j'ai prise, puis je l'ai fini. Puis j'étais allé après ça. Fait que j'ai fini à l'école Jeanne Sauvé à Dorval. Puis là aussi, j'ai rencontré d'autres mondes. Je me suis fait d'autres amis là. Puis ensuite, je suis allé au collège André Laurando. Puis je pense que ça a été plus d'une pression sociale. Je savais que ça allait pas réussir. Mais je pense que c'était plus pour montrer à mes parents, à mon père, que je pouvais. OK. C'est vraiment une décision qui n'a pas été très bien pensée. Là. Faire des choses pour les autres, ça marche. Ouais, pas pour la bonne raison. C'était pas pour la bonne raison. Fait que ça a pris 2 mois, puis je suis parti de là. OK. Je me suis inscrit en charpenterie-menuiserie. Puis c'est là que j'ai trouvé que j'aimais faire. C'était ça ma prochaine question, là, parce que bon, faut quand même penser à ce qu'on va faire plus tard comme métier. Ouais, mais si j'aurais à le refaire, on est trop rushé là-dedans. Ben, c'est vrai. Il faut le savoir vite, puis Pourquoi? Puis... Je pense que c'est la moyenne, le monde change de job en moyenne 3 fois, 4 fois dans leur vie. Tu perds ta job, n'importe quoi arrive. Là. C'est pas un modèle qui marche. Ça marchait pour nos parents, je trouve. L'école, mais il y a un psychologue que j'aime beaucoup écouter, anglophone, qui s'appelle Jordan Peterson. Puis c'est un psychiatre. Puis il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Il est très populaire, côté anglophone. Puis il dit souvent ça, il dit l'université, ça marchait pour nos parents, mais là, en ce moment, à notre époque, ça fait plus de mal que de bien. Parce qu'à cette heure, c'est toute une économie digitale. Puis
Puis on n'a pas de garantie Il n'y non avait plus plus. de garantie avec les robots, l'automatisation. On en reparlera plus tard. Mais Mais tu sais, même juste une job à vie, là. à moins que tu veux devenir docteur, ingénieur, Oui. ces études-là, OK, mais aller là faire des affaires comme administration, ça, puis pas savoir où tu t'en vas, c'est plus une perte de temps. Perte d'argent aussi. Oui, un gros investissement à tous les niveaux. J'ai connu du monde à Calgary quand j'habitais là-bas. Puis j'habitais avec eux, puis 40 000 de frais étudiants pour être psychologue, puis je trouve pas de job après. Là, C'est pas encourageant, là, parce qu'il faut le payer, le 40 000 Ouais. Puis ça, c'est... je sais pas si je sais que c'est même aux États-Unis, mais c'est des choses que tu peux pas faire faillite sur. Tu peux faire faillite sur ta carte de crédit, ta maison, mais pas sur des Pas sur les prêts. prêts étudiants. Fait que Fut un temps où on pouvait, mais... mais souvent, c'est la pression de nos parents, je trouve. Ah, faut que t'ailles à l'école, sinon t'auras pas un bel avenir. Il n'y a rien de plus faux. Il y a rien de plus faux. J'ai plus d'amis qui ont eu moins de misère avec des métiers que ceux qui sont allés à l'école. Mais d'un autre côté, tu sais, nos parents peuvent pas nous dire, ben, fais rien, puis prends le temps, tu sais... Mais moi, c'est ça que je dirais à mes enfants. Prends 1 an ou 2, va voyager, va apprendre d'autres cultures. Puis c'est pas à 65 ans que tu veux faire ça, à ta retraite, quand t'as plus d'énergie. Moi, c'est ça que j'aurais fait. Si j'aurais à le faire, je partirais en voyage, j'irais apprendre un autre mode de vie, peut-être voyager. Puis je pense que c'est un peu ça que j'ai fait aussi après mon cours de charpenterie. C'est ça que je venais. Je voulais expérimenter dans la vie. Je voulais apprendre, rencontrer d'autres mondes. J'aime beaucoup la vie sociale. Fait que c'était vers ça que je voulais m'en aller. Fait que j'ai fini mon cours de charpenterie-menuiserie. Ça, c'était combien de temps, ce cours-là? C'est 1 an. OK. Puis apprendre comment construire une maison. Mais moi, depuis l'âge de 16 ans, je veux devenir entrepreneur général. Puis je savais même pas ce que ça voulait dire. Puis je voulais devenir entrepreneur général. Puis je pense que ça a venu avec le goût de voir maison, avec les bateaux, puis les chalets. Puis je voulais cette vie-là. Ah, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de toi qui... Les frères à ma mère. OK. 2 frères à ma mère. Puis là, plus j'en apprenais sur le métier, plus c'est ça que je voulais faire. J'ai toujours voulu être entrepreneur. À 16 ans, je travaillais pour une compagnie à Montréal qui s'appelle Vitre.net. Une compagnie de lavage de vitres. Je faisais ça comme job étudiant. Puis après un mois, j'ai regardé ça, ça va me prendre une échelle, un rack à échelle sur mon auto, des squeegees, des guenilles. Puis au lieu de faire 12% sur un contrat, je vais en faire 100. Puis... c'est que tout le calcul qui s'est fait là, dans ta tête, là, ce que tu allais avoir besoin versus qu'est-ce que ça allait te rapporter. Qu'est-ce que ça va me prendre? Mm-hmm. Bon, ça va me prendre des pamphlets, puis si je vais marcher, ça va me prendre une semaine, je vais avoir mon premier contrat, aller voir les voisins, cogner, puis j'ai pas d'overhead, fait que je vais battre tous les prix. Puis c'était ça qui était dans ma tête. Puis ça a été vraiment ma première piqûre. Donc, ça a été ça. Puis j'ai eu un cadeau du ciel, fait que j'avais mes pamphlets, puis je travaillais encore pour Vite.net dans ce temps-là. Puis le gars pour qui je travaillais, le franchisé, m'a ouvert ma porte, t'as vu les pamphlets. Moi, j'avais appelé ça Vitronique. Puis il m'a renvoyé la journée même. Puis ça a été un merci du ciel. Là. Fait que là, ça t'a permis de commencer... Ouais, j'ai commencé par mes voisins, après ça, les rues dans l'arrière, puis les voisins des voisins. Puis là, quand je me suis rendu compte que je faisais 50-40 $ de l'heure cash à 16 ans, ça a été bon, mais ça a été aussi dangereux parce qu'après ça, essayer de retrouver une job à 10$ de l'heure chez Home Depot, c'est plus pareil. T'sais. Ouais. Fait que quand ça me prenait 2 heures et demie laver les fenêtres d'une maison, intérieur-extérieur, je pouvais écouter ma musique, être libre. Puis je faisais le même argent que si j'aurais travaillé chez Home Depot comme mes amis. Ben là... T'avais comme trouvé une formule là, qui te convenait puis qui... Ouais. Fait que ça a pas mal été ça pour le restant de ma vie. Pourquoi j'irais travailler pour quelqu'un d'autre quand? Mm-hmm. Ça va me prendre plus d'efforts au début, mais la récompense va être là, vers la fin. C'est le même que je pensais. Puis... Fait que ça a été ma première expérience. Et là, t'as fait ça combien de temps? J'ai fait ça
C'était vraiment en allant à l'école. OK. J'allais à l'école des adultes ou au secondaire. Ou même en charpenterie-menuiserie. On fait ça 2 ans, là. OK. Mais c'était vraiment une petite compagnie, ça. Je faisais ça, là, j'avais peut-être 10 maisons à faire. Puis c'était vraiment tranquille. OK. Puis... Mais comme n'importe quel autre jeune, on sait pas contrôler notre argent. T'sais, donne 300$ cash à un petit gars de 15 ans, ça prend 10 minutes, il l'a plus. Là. Fait que ça a été pareil pour moi. C'est que tu dépensais beaucoup? Ouais. OK. Qu'est-ce que tu dépensais? Ah, des niaiseries. J'aurais aimé ça que ça soit sur des belles choses, mais c'est des mufflers de char. Tu sais comment que c'est, là. T'avais une voiture? Ouais, j'avais une Jetta, puis Mm-hmm. mettre des mufflers, c'était bien niaiseux, mes affaires. Beaucoup de bouffe. Du resto, pis tout ça? Ouais, party. On sortait beaucoup dans les bars. OK. Ouais. Mais je vivais, là. Ben, t'as profité. J'imagine. Je profitais, ouais. Mais avoir su c'était quoi l'avenir, des fois, on pouvait voir c'était quoi ce que l'avenir réserve, au moins potentiellement, ben j'aurais économisé. T'aurais fait ça différemment, mais... J'aurais essayé d'apprendre un peu plus c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis, fait que, ouais. Là, c'est sûr, toi, tu dis ça parce que il est arrivé quelque chose quand même d'assez grave. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on en arrive là. Fait qu'à 21 ans, Oui. je finissais mon cours de charpenterie-menuiserie Oui. Est-ce que tu as travaillé là-dedans? à Châteauguay. Ouais, Ok. je m'en ai Oui. là-dedans. Puis, j'étais chez mes parents, je vais toujours m'en rappeler. J'étais dans le sous-sol de mes parents où je restais à l'époque. J'étais sur Internet, puis je regardais les jobs sur Kijiji. Puis je voyais un gars qui cherchait des apprentis charpentiers menuisiers, logés, nourris, dans le Nord, aussitôt que possible. J'ai envoyé un email tout de suite. Il m'a répondu aussitôt. J'ai dit, OK, si tu peux venir en fin de semaine, je te paye les billets d'avion. OK, dans le Nord, loin, là. Mais je savais pas à ce temps-là. J'ai dit, OK. tu payes le billet d'avion. Et je regarde Kijiji, je suis sur Kijiji Edmonton. Là, je pense que ça a pris 15 secondes. Moi, je venais d'écouter un film qui s'appelle Into the Wild. C'est l'histoire d'un gars qui lâche 25 000$ de prêt de bourse pour devenir avocat. Il traverse jusqu'en Alaska. Puis c'était vraiment un film d'aventure. Puis je venais d'écouter ce film-là. Je dis, moi, je veux vivre comme ça. Je veux faire ça. Je veux aller à l'aventure. Puis... Mais lui, il meurt à la fin. Mais moi, je veux pas mourir à la fin. Fait que je veux partir à l'aventure. Fait que je monte en haut. Je dis à mes parents, bon, je m'en vais en Alberta. Il y a eu un feu de forêt en 2011 dans une ville qui s'appelle Slave Lake, au nord de l'Alberta. Ça a rasé 400 maisons, je pense, dans le village. Puis de 10 000 habitants. Puis c'était une belle chance pour un apprenti charpentier de commencer par construire des maisons. OK, c'était suite à cet incendie-là que t'es... Ouais, c'est la première expérience que j'ai eue. OK. Mon père m'a dit, bah ouais, on se revoit dans 2 semaines. Puis 7 ans plus tard, il venait me chercher aveugle. Mais on va OK. Mais, puis, ouais. fait que là, j'étais arrivé à Slave Lake. Puis c'était sa plus belle époque que je pense que j'ai vécue. Là, les opportunités ont coulé. Je passais de... Je parle d'argent, mais ça n'a pas été vraiment pour l'argent. C'était logé, nourri, fait que c'était le fun. Mon boss, en 2 semaines, il me connaissait pas. Il m'a acheté un camion. Rien de gros, là, c'était 5 000$. Puis il me frontait l'argent, fait que j'ai repayé avec les chèques, là. Mais c'est rare que quelqu'un fait ça, surtout après 2 semaines. T'sais. Mais de toute façon, spontanément, on sent pas que c'était pour l'argent parce que Non. tu as eu l'air d'avoir décidé ça quand même assez vite, Ouais. sans même trop savoir c'était où. Pas pour l'argent, parce que c'était les mêmes salaires. J'étais à 18 au début. Là. C'était logé, nourri, c'était le fun. Puis là, j'ai un de mes chums qui était venu me rejoindre, il a duré 2 mois. Puis il a pas été capable, un de mes chums. Ton père, lui, il a dit, on se revoit dans 2 semaines pensant que tu t'offrais pas non plus plus que ça. Mais moi, c'était le goût de l'aventure, c'était le goût d'être dans l'inconnu, de rencontrer d'autres gens. C'était ça, la vie. Mais ça te fait, c'est ça, mais il y en a à qui ça fait très peur, là. Toi, ça, forcément. Mais la peur me poussait à vouloir faire ces choses-là. OK. C'était une belle peur. Parce que tu peux quand même contrôler ce que tu fais. C'est pas comme la peur d'être aveugle. Parce que là, tu perds la réalité. Mais quand c'est la peur de l'inconnu, c'était le fun parce que je peux tourner ça, je peux tourner la peur en genre de fuel.
de gaz pour me propulser à faire des belles choses. Puis c'était... Fait que j'étais arrivé à Slave Lake, puis c'était des opportunités, c'était une après l'autre, j'en revenais pas. Puis... Fait qu'il n'y a pas eu de temps, là, de temps mort ou de temps où ce que tu t'es découragé, t'as pas eu le temps pour ça, là. J'ai pas eu le temps de me décourager, j'étais jeune, j'étais ambitieux, j'avais pas de blonde, j'avais pas de dette. Tout s'est enclenché, puis... La liberté totale. Là. Bingo. C'était voir le monde aller à l'école, l'université. Qu'est-ce que tu fais à soir? Ah, faut que j'étudie. Ah, faut que j'aille travailler. Ah, faut que j'aille à l'école. Puis j'ai jamais eu ce sentiment-là, moi, dans ma vie. Puis c'était voir ça OK, si je reste, c'est quoi que je manque? J'étais revenu 3 ans plus tard, puis tout était pareil. Les chums étaient à la même place. C'est vrai? Ah oui? T'as pas eu l'impression que... On a peur du changement, mais il n'y a rien qui change. Yeah. Je suis revenu 7 ans plus tard, là, puis... Mais là, au bout de 3 ans, t'étais venu faire quoi, un tour comme ça? Ou... Ouais, je revenais aux années. Fait que là, j'étais arrivé à Slave Lake, puis j'ai été accueilli par une famille qui avait le restaurant du village. Puis ça a été encore à ce jour, là, on s'appelle à tous les 2 semaines. Puis... OK, t'as gardé contact avec... ouais, ils sont venus m'aider à avec l'hôpital. ces gens-là. À l'hôpital quand je suis tombé malade, il y a 2 ans. Puis, oui, il y avait des enfants de mon âge. Fait que c'est comme ma famille adoptive. OK. Mais c'est important, là, quand même. Ben, on se doute pas, j'imagine, que ça peut se passer comme ça, mais quand ça se passe comme ça, on est content, j'imagine. Mm-hmm. Ouais. Mais je suis chanceux parce que je suis un gars qui est très... J'aime ça parler, je suis ouvert d'esprit. Je suis très honnête aussi en tant que personne. En anglais, ils disent « I wear my heart on my sleeve ». J'ai mon cœur sur mon bras. Tout est ouvert. C'est un livre ouvert, finalement. Puis... Tu sais, moi, je te connais pas beaucoup, puis c'est vraiment l'impression que ça me donne. Ouais, je me cache pas vraiment. Je dirais pas je suis pas fake. Je dirais pas une attitude que j'ai pas vraiment pour plaire à quelqu'un d'autre. Fait que, ça m'a grandement aidé parce que t'as d'autres mondes qui s'approchent à toi à ce temps-là. Puis d'être souriant. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Fait que là, en 6 ans, je me ramassais à Edmonton, Sylvan Lake. Je suis même allé en Colombie-Britannique, à Kelowna, où que mon ami reste encore en ce moment. Puis j'ai fini à Airdrie. Là aussi, ça a été une des meilleures expériences pour un charpentier. On a construit une ville grosse comme Laval, de scratch, de rien. Puis ça, pour quelqu'un qui veut faire de la construction, ça a été le meilleur. Calgary, là, l'Alberta, c'est la meilleure place parce que je sais plus en ce moment avec le pétrole. Ils ont eu 100 000 jobs de perdus durant les dernières années. C'est très dur, mais c'était une belle place pour la construction. Puis là, quand tu construis une ville de la grosseur de la ville de Laval... Les maisons, tout ça, tu vois les SO, puis tout. Forcément, tu peux pas nier, là, tu peux pas dire... Mais t'apprends tellement vite, puis c'était super intendant ce chantier à l'âge de 24 ans. Mais t'as bien beau avoir l'expérience que tu veux, là, quand t'as 24 ans, il y a personne qui t'écoute. C'est comme ça. Ouais, malgré tout, hein. Ah ouais, mais c'est comme ça, là. Moi, j'écouterais pas quelqu'un plus jeune non plus. C'est juste de même. C'est comme une hiérarchie. Ouais, c'est normal. Mais c'était vivre là-dedans, puis encore là, de vouloir travailler, ça m'a beaucoup aidé. Moi, il y a bien du monde qui vivent pour les fins de semaine, puis moi, les fins de semaine, je voulais travailler. J'avais hâte au lundi. À moins 30, moins 40, en Alberta, il fait chaud. C'est passé sec. Il fait chaud. Pas de parler, là. C'est quand même moins 40. Ouais, c'est pas le même froid. C'est pas le même froid. Ici, là. Le froid ici à moins 5 qui fait là-bas à moins 15. À moins 15, on était en t-shirt. Puis, fait que ça m'a vraiment aidé à avoir cette attitude-là. J'ai eu beaucoup d'opportunités, des investisseurs en immobilier qui m'approchaient. Puis un jour, je me suis décidé que j'allais... En fait, non, c'est pas vrai, ça n'a pas marché. Même avec les politiques, tout ça, je me suis fait renvoyer. Puis 2 semaines plus tard, le gars qui m'a envoyé se faisait renvoyer. J'ai trouvé ça bien dommage parce que moi, j'aimais ma job. Puis... mais ça m'a appris beaucoup sur la vie, tu sais. On veut tout être... on veut tout aller à l'école, être à l'université. Puis on pense souvent que ce qui va être sécure est le plus insécure. Surtout en 2019. On ne deal pas avec les mêmes choses que nos parents ont dealé avec en ce moment.
c'est un monde qui est très insécure puis instable en ce moment. Fait. J'ai vécu beaucoup de ça, beaucoup de renvois immédiats. Puis j'avais aussi une attitude d'entrepreneur. Puis je pense que ça paraissait. Quand t'es employé, il aime ça savoir que t'es pas un zombie, mais que t'écoutes. Puis que tu poses pas trop de questions. Parce que là, tu deviens... C'est dangereux pour les autres. Là. Parce que là, tu poses trop de questions, puis tu veux trop savoir. Tu peux remettre en question. Tu remets en question les choses, fait que c'est pas bon pour la compagnie. Mm-hmm. Fait que je suis un peu comme ça. Fait que un autre cadeau du ciel. Hein? Dieu me dit, tu veux être entrepreneur, ben vas-y. Fait que là, en Alberta, à ce moment-là, c'était très populaire de développer des sous-sols. Fait que les maisons étaient construites sans sous-sol. De développer. Puis les sous-sols étaient construits par la suite? Ouais. Le monde, ils payent leurs hypothèques, ils retrouvent un peu d'argent. C'est un peu comme ça. Puis les builders, dans ce temps-là, ils chargeaient, mettons, 40 000 $ pour finir un sous-sol bien normal. Moi, j'en chargeais 20, puis je faisais le même montant d'argent, puis j'avais pas de bill à payer. Ça a été un peu ça mon avantage. Fait que je me suis lancé là-dedans. Ça s'appelait Your Basement Guys. Puis en fil en aiguille, je me suis bâti une équipe. Puis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup rencontrer les gens, faire les estimés, la gestion, puis faire la vente. Fait que le marketing, tout, c'était vraiment une grosse épreuve. Ça a vraiment été le fun. C'était pas facile, mais j'ai eu mes parents pour m'aider. Puis j'étais jeune, j'avais l'énergie. Puis j'avais pas de blonde, pas d'enfant. Parce que même si c'est la vie, on se le cachera pas, avoir des enfants, tu penses plus juste à toi. Là. Ben, ça change une vie. Fait qu'en même temps, le monde me disait, gars, tu seras entrepreneur à 35 ans quand tu auras l'expérience. Mais moi, je le regardais d'une autre façon. Mais j'ai le temps là, je suis libre là. À 35 ans, je vais être marié, je vais avoir une femme, des enfants, une maison, des billes. Ce sera plus pareil. J'aurais plus la même énergie peut-être. Fait que je l'ai regardé de l'autre façon. Puis, c'est ça, j'ai eu bien du fun. Beaucoup de planches à neige dans les Rocheuses. Dans 5 pieds de poudreuse. La première fois que j'ai fait du skidoo, c'était dans 9 pieds de poudreuse à Revelstoke. Les paysages sont beaux, en plus. Il n'y a rien de plus beau. D'après moi, c'est la plus belle place au monde. Peut-être pas au monde, mais au Canada. Certain, en Amérique du Nord. Où vivre, là, côté économie, côté vie, en général. Puis, je voulais jamais retourner à Montréal. Je me suis promis que non, je ne veux pas retourner parce que c'est trop différent. À toutes les fois que je revenais ici, puis on a remarqué ça avec mes amis de l'Ouest, on revient à Montréal, on sent le côté dépressif, la dépression, l'humidité, le lourd, le trafic. J'ai jamais connu ça, moi, à Calgary, le trafic. Les autoroutes sont faites autour de la ville, c'est intelligent là-bas. Mais c'est une ville plus vieille, Montréal aussi. Mais... Fait que j'aimais pas ça, être ici. À toutes les fois que je flyais ici, je voulais juste repartir la minute d'après. Je voulais retrouver la nature, l'air frais, le moins de monde possible. 1 million à Calgary, c'est assez. C'était grand, c'est vaste. C'est trop différent d'ici. Fait que ça a été vraiment une révélation pour toi, là. Ouais, c'était trop beau. Peut-être c'était trop... j'avais trop du fun à vivre. C'est ça qui est dur, là, en ce moment. Puis là, ben, je veux pas être plate, mais on va se diriger vers ça, là. Parce que là, t'as dit quand même tantôt que ton père est revenu te chercher 7 ans plus tard aveugle. Ouais. Puis là, ben, je pense qu'on meurt tous quand même d'envie de savoir qu'est-ce qui s'est malheureusement passé. J'aimerais ça, là, j'en rêve à toujours de pouvoir avoir une machine à monter le temps, là. Puis de pas me faire mettre la pression d'aller à l'hôpital puis de pas y aller. Parce que là, j'en souffre de mes erreurs. Mais pas les autres. C'est ça qui me fait le plus mal. Fait que là, un jour, ça a commencé par des migraines, plus de fatigue, migraines, puis j'allais chez le docteur, j'étais allé chez le neurologiste, mais ils ont fait un CAT scan, ils voyaient rien. Puis un jour, je me suis réveillé, j'avais la vision embrouillée. C'est là que ça a tout été déclenché. J'étais allé à l'hôpital, ils m'ont hospitalisé aussitôt. Ils ont vu que le shunt que j'avais était bloqué. Puis ça a créé la pression au cerveau. Donc ils m'ont opéré, tout était bien. Je suis ressorti, je pouvais plus conduire, mais j'avais plus de canne. Puis je voyais apparaître, j'étais sur l'ordi, je faisais tout. Sauf qu'ils m'avaient enlevé le permis de conduire. Mais j'aurais pu quand même là, conduire. Puis OK. c'est juste une question de sécurité.
Puis, 2 mois plus tard, je me suis mis à entendre des sons dans ma tête. Un son de pression qui fait kshting, kshting, kshting. Puis là, j'avais un rendez-vous 3 jours plus tard avec le neurochirurgien. Fait que j'ai attendu jusque-là. Puis il a fait une ponction lombaire à ce moment-là. Puis c'est là qu'il a vu que la pression était à 36. Ça, c'est une pression qui est assez élevée. C'est là qu'il m'a diagnostiqué avec l'hypertension intracrânienne. Puis il m'a aussi dit un rendez-vous avec le neuro-ophtalmologiste pour la semaine d'après. Je suis retourné chez nous. Mes parents ils sont venus de Calgary pour m'aider. Je pense qu'ils étaient soucieux. Puis j'imagine que je planifiais un peu là, retourner à Montréal tranquillement avec la perte de vision puis tout ça. Je pouvais plus faire de construction parce que là, j'étais rendu à pas mal 60% de ma vue. Là. Fait que je pouvais plus vraiment conduire, je pouvais plus travailler. Je voyais. Fait que mon père m'a dit t'as un rendez-vous avec l'ophtalmologiste aujourd'hui, veux-tu toujours y aller? J'ai dit oui, on n'a rien à perdre. Mais j'ai eu tout à perdre. On s'est rendu chez cet ophtalmologiste-là. Puis lui a vu la pression sur mes nerfs optiques avec les examens. Le docteur, le neurochirurgien, m'avait prescrit du Diamox, des pilules pour réduire la pression. C'est ça qu'on donne au monde avec l'hypertension intracrânienne au début, avant d'aller plus loin. Fait qu'il a appelé le neurochirurgien lui-même, qui était à l'extérieur du pays à ce moment-là. Puis il a dit, il y a besoin d'un autre shunt. Les pilules ne feront pas l'affaire. Fait qu'on est sorti de là. Je dis non. Alors, il a dit, faut que vous l'hospitalisiez tout de suite. C'est dangereux. On est sorti de là. Je dis non, il n'y a pas question, je veux pas aller là. Puis là, j'ai eu la pression de mon père, c'est quoi, veux-tu mourir? Fait que j'ai eu cette pression-là, puis je suis allé. Mais il n'y a personne qui meurt de l'hypertension intracrânienne aussi. Anyway, fait que là, en 2 semaines, je perdais la vue au complet. Il me bourrait de stéroïdes 4 heures par jour. Mon Diamox a augmenté jusqu'à 3500 mg. Je prenais de la morphine pour les maux de tête. J'imagine aussi pour m'enfuir de cette réalité-là et de ce qui arrivait. Je pense que ça a été plus ça, le côté painkiller pour moi. C'était pour avoir un petit buzz là, pour m'amener ailleurs, mettons. Mm-hmm. Puis, comme pas mal de gens, il n'y a personne qui prend que ce soit de la marijuana ou n'importe quoi. C'est tout le temps pour avoir un effet, sortir d'une réalité. Puis je pense que ça a été ça pour moi. Puis, fait qu'en 2 semaines, je passais de 60% à 0. Puis j'ai pogné une bactérie à l'hôpital. Fait que je suis resté là pendant 2 mois aveugle. J'avais un shunt temporaire sur la tête, un autre dans le bas du dos. Je pouvais pas bouger. Ça a vraiment été de l'enfer. Puis avec les études que j'ai faites, les recherches que j'ai faites, j'ai vu que les stéroïdes qu'ils me donnaient peuvent brûler les nerfs optiques. Ça l'affecte grandement le système immunitaire. Le Diamox aussi, un des effets secondaires, c'est la perte de vision. Fait que moi, avoir puis le docteur neurochirurgien qui allait m'opérer, il était pas là. Il était à l'extérieur du pays, il faisait ses conférences ou il était en voyage. Fait que j'étais traité par les résidents. Ça a vraiment été... si je pouvais le recommencer, une chose dans ma vie, ça serait ça. Là. J'y pense encore là, aujourd'hui. J'en ai des cauchemars. De voir des docteurs... C'est sûr qu'ils font... Tout le monde... Il n'y a pas un docteur dans la vie qui fait quelque chose pour mal faire. Mais c'est la médecine, c'est leur training, c'est les compagnies pharmaceutiques qui sont à défaut. Puis de voir que du monde peuvent partir, recommencer, continuer à vivre leur vie, puis que moi j'en souffre encore, c'est ça qui me fait le plus mal. Parce que là, j'ai eu 3 opérations à l'hôpital, 3 anesthésies. Depuis que je suis revenu à Montréal, j'ai eu 3 autres opérations. Je vais chez le docteur à tous les 2 semaines. Je vis avec des maux de tête insoutenables qui ont commencé 2 mois après je suis revenu à Montréal. Ma vision, c'est complètement aveugle. Par-dessus ça, c'est une télé qui est enneigée. Fait que ça joue avec mon cerveau. C'est tannant, c'est fatigant. C'est comme si je verrais les milliards de cellules tout le temps, que je joue les yeux ou pas. J'ai des acouphènes dans les 2 oreilles. J'ai des vibrations dans mes oreilles. J'ai le même bruit qui a recommencé 2 mois après quand je suis revenu. Couchting, couchting. Puis ça bouge avec mon cœur. Quand je me lève, je deviens tout étourdi. Fait que je vis avec ces symptômes-là en plus d'être aveugle. Puis
c'est une torture là, psychologique. Puis je sais pas où aller à partir d'ici. Les docteurs semblent abandonner. Puis c'est ça qui me fait le plus peur. Parce qu'on dirait qu'on me prend pas au sérieux vu que je suis aveugle. On dirait, ouais, il y a un neuro-ophtalmologiste, t'es déjà aveugle. Là. Puis on dirait que c'est le même. Quand je perdais la vision, tout le monde voulait m'aider. Une fois la vision perdue, c'est Ouais, comme si ouais. il n'y a plus rien à faire. Ouais, fait que là, je suis revenu ici, c'était éteint un cellulaire, là, un laptop, va MAB, puis bonne chance. Ça me touche encore. Parce que on me dit, c'est pas une maladie, c'est pas un glaucome, la rétine pigmentaire, c'est pas dégénératif, c'est pas de naissance. Puis on me dit, on sait pas si tu vas retrouver la vue, on sait pas pourquoi. Fait que moi, le côté abandonné, puis l'acceptation, je peux pas le faire. Pas tout de suite, en tout cas. Parce que je peux pas vivre avec le fait de, bon, on me dit qu'on ne sait pas, ben, ça veut dire que quelque part, il y a une chance, là. Right? Fait que, puis j'ai vu le monde avec le dommage des nerfs optiques. Il est venu me rendre visite à l'hôpital. Puis c'est peut-être un problème différent, mais il y a eu un genre de coma. Puis le docteur il a dit, tu ne marcheras plus, tu ne reverras plus. 4 ans plus tard, il recommençait à conduire. Fait que c'est ce monde-là que j'étudie, que je regarde. Si ça t'arrive à toi, je veux que ça m'arrive à moi aussi. Puis c'est plus là-dedans que je me dirige. Là. Fait qu'avoir le monde qui... Moi, je dirais pas abandonner, mais voir que le monde a pu... Se résilier peut-être à... Ouais, passer à d'autres choses vite, là, puis que moi, j'ai à souffrir comme ça me touche beaucoup. Ça m'énerve. Je dors le soir, j'y pense tout le temps. Ça me fait mal. Parce que j'ai besoin du monde autour de moi pour l'instant, à cause de l'handicap. Là. Mais j'ai décidé de pas abandonner, puis j'ai eu ma sœur qui m'a aidé énormément. Mes parents aussi. En fait, ils font encore ce qu'ils peuvent. Puis j'ai eu beaucoup de monde, j'ai rencontré beaucoup de monde à Montréal qui m'ont aidé. Okay. J'ai fait mes recherches, puis j'ai vu qu'il y avait des traitements d'accessibles, puis j'ai décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour retrouver le plus de vision possible. Parce que, oui, les MAB de ce monde, les NCA, puis tout le monde, c'est bon, c'est utile, mais j'ai appris à utiliser l'ordinateur, surtout mon téléphone, par moi-même. J'ai ouvert un YouTube channel par moi-même, aveugle. Je me débrouille tout seul avec ma canne. J'aime pas vraiment ce qu'on m'enseigne, parce que je trouve que ça fait pas de sens. Malheureusement, c'est moi qui est aveugle. Puis, à cette heure avec YouTube, ben, il y a 10 personnes qui peuvent te montrer comment utiliser ta canne, comment eux, ils l'utilisent en tant qu'aveugle. Fait que je me suis dit, bon, mais c'est quoi que j'ai à perdre de me battre pendant 3 ans, 4 ans? Ça va être sur mon histoire, puis c'est tout. Parce que dès que c'est fini chez le centre de réadaptation, je suis laissé à moi-même de toute façon. Puis je vais vivre la discrimination que ben du monde vit dans le milieu du travail, dans la rue, n'importe où. Fait que j'ai décidé de me battre. J'ai décidé que j'avais rien à perdre, mais tout à gagner. Fait que je suis allé vers ce chemin-là. Écoute, on va faire une pause, puis on va parler de ce que tu as fait, ce que tu as déjà entrepris jusqu'à maintenant. Puis on va continuer la discussion aussi sur des choses positives qui peuvent arriver, parce qu'on va souhaiter tout le positif qui peut t'arriver forcément. Parfait. Après la pause. Ouais, il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent. Oui. Ouais, je vais en parler. Il y en a énormément. C'est ça, hein? Parce que... Il y a juste ça. C'est beaucoup. J'ai appris à avoir accès puis à utiliser le plus de ressources possibles, ce qui est autour de moi. Fait que Et ça prend une grande force quand même pour dire ça, puis pour voir le positif qui s'en vient, malgré tout. Ça prend un certain type de personne pour aller voir quelqu'un et dire, écoute, je te connais pas, mais j'ai besoin de ton aide. C'est un peu ça que je fais en ce moment. Alors, on fait la pause, puis on en parle tout de suite après avec notre invité qui est Nicolas Laurence-Ruel. À notre prochaine
émission! Notre plus jeune invité à ce jour nous raconte les événements douloureux qu'il a vécus dans son pays d'origine, ses nombreux déménagements de villes et de pays, mais aussi son goût pour les différents instruments de musique, pour l'informatique et la technologie en général, mais aussi, il nous parle d'un tout nouveau projet qu'il est en train de mettre sur pied et qui facilitera assurément la vie des personnes non-voyantes. Michel Anthony Borde à notre rendez-vous du 3 mai. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Nicolas Laurence Ruel. Nicolas, avant la pause, on a commencé à parler de choses quand même plus ou moins positives, ben, en tout cas des choses plates. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Des fois, je sais qu'il faut toujours être positif, mais quand c'est la réalité. Puis souvent, on dit, on aimerait ça revenir en arrière, mais malheureusement, on peut pas. Aujourd'hui, je fais juste m'assurer de pouvoir changer le futur. Oui. Planifier le mieux Ben, possible. en tout cas, changer ce qu'on peut changer, ce sur quoi on peut avoir un contrôle, ou en tout cas un léger contrôle. Ouais, ils disent que le passé est de l'histoire, le futur, un mystère, et le présent, un cadeau. Et c'est très sage. Mais en attendant, Nicolas, bon, toi, tu as fait des recherches, tu as dit, moi, je vais essayer de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, et même ailleurs, dans d'autres pays. Bon. Là, c'est là que le fun commence, parce que moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Voir les docteurs, le monde qui m'a amené à l'hôpital, pouvoir s'enfuir de ça, passer à d'autres choses, les compagnies pharmaceutiques, tout le monde dit, on peut plus t'aider. Moi, il n'y a rien qui me fait plus chier. Parce que je serais pas allé à l'hôpital, je serais pas aveugle aujourd'hui. Puis j'aurais pas eu 5 opérations en 1 an. Je serais pas malade aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vis avec des maux de tête de pression, surtout quand je suis couché. C'est comme une vice grip qui me serre dans ma tête. Je peux pas baisser ma tête pour ramasser quelque chose au sol parce que j'ai trop de pression à la tête. J'ai des acouphènes, le ch'ting, ch'ting, à journée longue, 24 heures sur 24. J'ai de la vibration dans mes oreilles. Je me demande si c'est le shunt. Il y a tout ce stress-là. Je me lève, je suis étourdi. Fait que là, puis j'ai de la misère avec les docteurs à trouver, surtout au Québec. J'ai bien de la misère au Québec. À Calgary, c'était mieux. Plus vite. Fait que j'ai décidé c'était moi j'ai décidé que ça allait être moi qui allait être responsable de ma propre santé. C'est facile pour un docteur de dire, gars, on peut plus t'aider, retourne chez toi. Mais toi, il faut t'aider là avec ça, là. C'est pas une vie d'être aveugle et avoir tous ces symptômes-là. Je suis couché quasiment 20 heures par jour, j'ai de la misère. Puis je trouve le moyen pareil d'aller au gym à tous les jours. J'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Je pense à 1001 affaires à la seconde. Je veux construire une application mobile. Je veux construire peut-être une autre compagnie, aller faire un cours en massothérapie. Je veux faire quelque chose, je veux toujours faire un sport. Mais je me fais attaquer par les symptômes, puis boum, ça me met à terre. C'est ça qui est dangereux. Donc j'ai décidé que vu qu'il y en a qui ont retrouvé leur vue après des traumas ou des accidents, ou qui recommencent à marcher, ça peut être n'importe quoi, right? J'ai fait des recherches, puis sur des podcasts, j'ai appris quelque chose qui s'appelait une cellule souche. Puis j'avais appris ça sur un podcast anglais qui s'appelle The Joe Rogan Experience, que j'aime bien écouter. Puis c'était l'histoire de quelqu'un, de Mel Gibson, le gars qui a fait le Patriote, le film. Oui. Son père de 93 ans est en ruine. Kidney failures, le foie qui lâche, tout ça. Puis il est allé au Panama se faire injecter des cellules souches. Puis là, il a vécu jusqu'à 103 ans, puis tout ça, là. Il y avait des belles histoires de ça, puis j'ai appris ça. Puis je faisais des recherches, puis je me souviens que le monde parlait de ça à l'hôpital aussi à Calgary. À mes parents, vous regardez les cellules souches, tout ça. Mais on dirait qu'il y a une génération, je sais pas, c'est à partir d'où, là. Si ça vient pas d'un docteur, ou si c'est pas au Canada, c'est pas bon. Puis je sais pas d'où ça sort, ça, là, mais toutes les breakthroughs de médical nous sortent de l'Allemagne en ce moment, puis de la Russie, puis de la Chine. Fait que j'ai bien de la misère avec ce côté-là. Puis je remarque beaucoup que le monde va te donner une opinion, de te dire quoi faire, mais c'est pas eux qui sont malades. Moi, j'aimerais bien ça voir un docteur perdre sa job,
son argent, sa maison, tout ça, puis tu sais, puis Comment qu'il se retournerait. Puis ouais, me dire en pleine face qu'il ferait juste accepter. Là. J'ai bien de la misère avec ça. Fait que mon docteur a dit, écoute, on sait pas, c'est peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, la prochaine génération, les cellules souches, on le sait pas. Mais en même temps, il dit, au Canada, on est 10 ans en retard, puis on n'a pas le financement nécessaire pour faire les cellules souches. Dans ce cas-là, je veux pas ton opinion. Parce que l'Inde est prête. La Chine sont avancées. La Thaïlande, le Mexique, les États, l'Allemagne. Fait que j'ai bien de la misère avec ça. Fait que lui, il a commencé à dire que c'est un scam, puis ça marche pas, puis c'est pas prouvé, puis... Il m'a dit une affaire, la chimio, c'est pas prouvé non plus. Puis mon shunt, j'ai eu 3 opérations cette année. Il n'y a pas rien de prouvé là-dedans. Là. Fait que j'ai eu bien de la misère avec tous les arguments qu'on m'a donnés. Ouais, tu peux revenir pire. Ben oui, mais j'étais allé à l'hôpital à Calgary, j'ai pogné une bactérie. Mais à cause que c'est au Canada, il faut que je l'accepte. J'ai eu bien de la misère avec tous les arguments. Fait que j'ai fait mes propres recherches. Ma soeur m'a beaucoup aidé. Mais je n'ai fait beaucoup aussi par moi-même. Sur mon téléphone, j'y allais tout seul. Avec la commande vocale, je me suis habitué. J'appelais en Chine, j'appelais en Russie, j'appelais en Allemagne. J'appelais au Mexique. Les docteurs me rappelaient. J'emailais, tout ça. Puis je me suis basé sur surtout les témoignages, mais ce que j'apprenais sur l'Internet à propos des cellules souches. Parce que c'est un extrêmement gros monde. Il y a 4 différents types de cellules souches. Ils font pas toutes la même affaire. C'est très controversé. Puis ça marche pas pour tout le monde. Puis donc ils peuvent pas prouver. J'entendais beaucoup de docteurs qui me disent on veut pas faire de c'est someone qui est très honnête. Le monde là j'ai le docteur ici qui me disait non, attends, ils veulent juste ton argent, Hey, on a passé 17 jours en Thaïlande, on a eu plus que ce que on a payé pour là. Puis fait que anyway, j'ai bien de la misère avec les arguments qu'on me donne en Amérique du Nord. Puis j'ai ma propre opinion à cette heure en plus avec ce qui m'est arrivé à l'hôpital, right? Ça serait à refaire, puis je dirais à n'importe qui. Je sais que je suis juste un amateur, je suis pas un docteur, mais tenez-vous loin des hôpitaux, là. C'est dangereux aller là. Parce que c'est gouverné par des compagnies qui veulent faire de l'argent, right? Il n'y a pas d'argent à faire avec le monde en santé, malheureusement. C'est comme ça. Et là, comment ça s'est arrêté ton choix pour le faire, le traitement des cellules souches? Ça a été le choix le plus... c'est beaucoup d'argent si tu veux faire l'acupuncture, les massages, les traitements d'herbes, n'importe quoi, right? Tout pour te sauver. Mais ça fait du sens parce que tous les docteurs, même ceux qui n'ont pas les recherches, même au Canada, tout le monde, on sait c'est quoi une cellule souche. Une cellule souche, c'est une cellule qui peut se transformer en n'importe quelle cellule dans notre corps. Puis on a toutes nos propres cellules souches. On vient toutes d'une cellule souche. D'un embryon. Puis là, c'est extrêmement naturel. Moi, j'ai des cellules souches de cordon ombilical. Fait que de me dire que c'était dangereux, c'est naturel. Là. Puis, fait que ça s'est arrêté là. Je disais, bon, qu'est-ce qui va être mieux que des cellules qui peuvent régénérer mes nerfs optiques, régénérer les cellules mortes qui ont été compressées dans mon cerveau. Ça fait du sens. Tout ce que j'apprenais. J'ai appelé les témoignages. Tu as eu 2 personnes sur ton podcast qui m'en ont appris gros. Maxime qui est allé en Chine, puis Katia à la place où j'étais allé en Thaïlande. Puis de savoir, moi je voulais pas savoir si ça avait marché ou pas. C'était pas nécessaire pour moi, sachant ce que je sais sur les cellules souches. On n'a pas tous le même problème de vision. C'est ça, chaque cas est différent. Là. Chaque cas est différent. En ce moment, ils ont plus de chances, plus de résultats avec la rétine pigmentaire, le glaucome, les maladies des yeux. Il y a de quoi avec les nerfs optiques qui est plus dur à régénérer. Fait que j'ai appelé Katia, j'ai appelé Maxime, j'ai appelé du monde aux États-Unis. Il y avait un autre gars en Saskatchewan qui est allé à cette place-là aussi. Puis ils ont tous eu des résultats neutres ou positifs. Puis de là à savoir que, tu sais, Katia était revenue, puis ça fait un bout de temps, puis elle n'a pas eu de réaction adverse. Mais c'est ça qui m'intéressait.
Parce que moi, on se faisait tout le temps dire, c'est un scam, ils veulent juste ton argent, ça marchera pas. Puis ça joue avec ton cerveau, ça. Fait que si j'aurais à le refaire, j'en parlerais pas à personne. J'irais pas le crier sur Facebook que je vais aller faire des cellules souches, parce que l'opinion des autres va m'atteindre beaucoup plus que je l'aurais pensé. Surtout celle des docteurs. Fait que ça serait à faire. Puis là, fait que j'ai étudié ça pendant un bout de temps. Ça a pris 8 mois à me décider, en fait, de savoir que je voulais aller en Thaïlande. Puis vu que c'est des essais cliniques, pas mal partout, ben je voulais aller là où j'avais le plus de chances de retrouver le plus de vision possible. Donc j'ai eu 8 injections de cellules souches de cordon ombilical. Ça, c'est important parce qu'on a aussi des cellules souches dans nos moelles osseuses. Mais ces cellules souches-là ne peuvent pas régénérer les nerfs. C'est ce que j'ai appris avec mes études. Puis les cellules souches de cordon ombilical, c'est des cellules souches qui peuvent être rejetées par ton corps, mais ils ne causent pas de tumeur, ils ne causent pas de cancer. C'est très safe. Sauf que ton corps peut les rejeter vu que c'est un corps inconnu. Fait que c'est une question de lesquels je devrais faire. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis humainement, là-bas, comment que ça s'est passé? C'est incroyable. On a bien des choses à apprendre en Amérique du Nord. Moi, je suis gros là-dedans, là, en ce moment, avec le monde d'handicap, là, avec ce qu'on vit, right? On les côtoie et tout. C'est 85% de la médication globale est vendue en Amérique du Nord. Fait à partir de là, je me suis bâti ma propre opinion. Puis avec l'expérience que j'ai eue à l'hôpital puis ce qui m'est arrivé, que j'irais me faire traiter en Israël, en Irak, sur un champ de bataille avant de retourner dans un hôpital à Montréal. Puis c'est à partir de là que j'ai dit, regarde, on va aller en Thaïlande. C'était 17 jours. J'aimais ça parce que les autres, il y avait les thérapies d'occupation. Fait que tous les jours, j'avais des traitements pour de stimulation magnétique pour aider les cellules souches. J'avais du yoga pour mes yeux. Fallait que je devine des casse-têtes, ces affaires-là. Il y avait de l'acupuncture à tous les jours. Chambre hyperbare. C'est là qu'on respire 30 fois plus d'oxygène qu'habituellement. C'est bon pour nourrir les cellules souches. Pour le même prix que je trouvais ailleurs. J'avais le quadruple du traitement. Fait que c'est ça que j'aime en Thaïlande. C'est du monde extrêmement heureux, extrêmement souriant. Je me le faisais dire à tous les jours, Stem cells love happiness. Les cellules souches aiment le bonheur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un focus. C'est le focus qu'ils ont. C'est ça qui m'intéressait. Puis la diète aussi qui m'intéresse. J'ai pas eu de sucre pendant 3 semaines. Ça a affecté mon moral. Parce que c'est une dépendance qu'on a au sucre. Puis c'est une diète qui est très kétogène. Cétogène qu'on appelle. Beaucoup de légumes, pas beaucoup de fruits, beaucoup de gras, beaucoup de viande animale, poulet, saumon, du bœuf, ces choses-là. OK. Fait que ça m'a intéressé. C'était un côté plus holistique à l'approche des cellules souches. Parce que c'est pas un traitement qui marche pour tout le monde. Chaque cas est traité différemment. Je voulais pas aller dans un essai clinique. Souvent, le monde pense, OK, si c'est pas accepté par une association médicale, c'est pas bon. Mais moi, je pense le contraire. Il faut être capable de s'éloigner des régulations des fois pour pouvoir avoir des docteurs qui peuvent faire de la recherche puis pousser ça. Au Japon, c'est là où les cellules souches ont toutes commencé. Ils ont passé une loi que si c'était prouvé que c'était safe, ben ils pouvaient faire ce qu'ils veulent. Mais au Canada, ils veulent que ça marche à 95%, puis il y en a qui veulent bloquer ça parce qu'il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Puis, fait on dirait qu'on est encore dans les cavernes, là, côté médical. Fait que c'était bien intéressant de voir ce qui se passe en Asie, dans les recherches que j'ai faites, en Inde surtout. Je trouvais ça bien intéressant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça s'est soldé? Est-ce qu'on t'a dit... Est-ce qu'on donne un résultat? Est-ce qu'on... Non, il n'y a personne, contrairement à ce que le monde pense, là, personne ne me promet rien. Tout le monde était d'accord sur la même chose, que ce soit la Chine, l'Allemagne, l'Inde, la Thaïlande, les Philippines. Ils m'ont donné des études de cas, mais ça, comme au Canada, aux États, n'importe où, tu sais pas qui pousse ça, ces études-là. Puis
Donc, je me suis pas vraiment basé sur ça. Je me suis juste basé sur le fait, est-ce que c'est safe? C'était juste ça que je voulais savoir. OK. Puis ça l'est. OK. Bon. Mais c'était quoi la question? Mais dans le fond, le résultat, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? OK, c'est ça. Fait que c'était pas... Ils m'ont pas promis de cure, mais c'était avec les recherches que j'ai faites, puis eux autres, de ce qu'ils m'ont parlé, les recherches, ils m'ont dit que les recherches démontrent que ça prend 6 mois à 1 an avant que les cellules souches grossissent dans notre corps, se familiarisent, puis blablabla. OK, c'est que déjà en partant, c'est pas un... Il y en a que c'est immédiat, mais Ça peut être plus long que ça, là. ça peut être plus long que ça. Puis c'est pas pour... J'ai écouté un autre témoignage aujourd'hui d'un gars qui était à la même place que moi. Puis c'est des témoignages qui sont filmés par la compagnie. Puis ils mettent ça sur leur site internet. C'est très ouvert, c'est très honnête. Le gars était complètement aveugle, noir. Il est sorti de là 6 mois plus tard. Il a juste une perception de lumière. Mais pour lui, c'est génial. Ça a changé sa vie. Il voyait où la fenêtre, la porte, les contrastes. Ben oui. Mais pour les docteurs, ça donne quoi? Parce qu'il va quand même avoir besoin d'un centre de réadaptation. Il va quand même avoir besoin d'une canne. Il n'aura peut-être pas travaillé. Fait que tout l'investissement qu'il y a à mettre là-dedans. OK, c'est pas des résultats assez significatifs. Il y en a pour qui, oui. Il y avait une autre Ben histoire. pas là. pour les médecins, pas nécessairement. Ben, je pense que c'est plus pour le gouvernement, le côté médical. C'est combien d'argent qu'ils font sur les taxes des pilules? Oui. Pourquoi qu'ils... En tout cas, c'est bien des grosses questions de même. Puis, fait que c'était ça, mais pour moi, 10%, ça va changer ma vie. Là. J'aurais pas besoin de tenir quelqu'un par le coude. Je peux retrouver une certaine liberté. C'est ça qui m'intéressait. Mais pour mon docteur, c'est pas intéressant. Puis, de toute façon, ils sont brainwashés. Fait que ça m'intéressait pas d'avoir de leur opinion. Puis, on sait pas si ça va marcher puis quand. Je fais juste me concentrer sur ce que je peux faire. Je vais au gym à tous les jours. Je suis ma diète. J'ai pas fait de l'acupuncture pour les chambres hyperbares parce que ça coûte très cher. Mais je fais mon yoga pour les yeux. Je continue ma levée de fond. J'aimerais ça pouvoir en faire 2 autres traitements. Mais cette fois-là, je vais aller en Inde. Parce que pour 10 000 US, j'ai 4 injections, 2 dans chaque œil, derrière les yeux. À ça, ils font ça derrière les yeux depuis une couple d'années. Je trouvais ça très triste pour Maxime parce qu'il n'a pas eu à faire ça. Mais oui. Puis aux États-Unis, ils injectent ça. Il y a une place où ils peuvent injecter ça par voie intranasale. Dans ce cas-là, ça va directement sur mes nerfs optiques puis dans mon cerveau pour à peu près 7 000 US. Fait que je continue mes levées de fond. Je veux pousser ça. C'est mon but. C'est mon inspiration. J'ai ouvert un compte YouTube. J'ai appelé ça My Vision Quest. My Stem Cell Story. Puis le monde peut écouter les vidéos que je mets sur ça, les développements. Donc c'est Vision Quest, My Stem Cell Story. Puis c'est l'inspiration que je veux laisser pour le monde. C'est de faire ce que moi, je pense qui est mieux pour moi-même. Pas ce que les autres pensent qui est bon pour moi. C'est bien beau vouloir que je retourne travailler, que j'apprenne à avoir un chien, tout ça, mais c'est quoi que moi je veux? C'est ça. C'était ça la question. Ce que tu veux, puis à quel temps tu le veux aussi, parce que... Ouais. Pas ce que mes parents veulent, pas ce que mes amis veulent, ce que ma famille, ce que le centre de réadaptation veut, mais ce que c'est ça. Puis je me suis laissé embarquer là-dedans pas mal souvent pendant la première année, jusqu'à temps que je me réalise, ça ira nulle part. Là. Si tu fais pas au moins, tu passes pas tes 3 années à te battre puis à faire le plus possible. Parce que l'acceptation, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est pas ce que je voulais pour moi. C'est bon pour certaines personnes, mais c'était pas pour moi. Fait que je voulais passer cette inspiration-là. Fait que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, puis c'est ce que je continue à faire jusqu'à temps que je sois tanné. Et tu voulais parler d'autre chose, je crois. Tu voulais te parler de... C'était ça le site que tu voulais parler? Ouais, puis oui. Si le monde sont prêts à m'aider ou à regarder, ils peuvent aller sur mon Instagram ou sur GoFundMe. Nick and his fight for his eyesight. Ou sur Instagram, c'est Nick Laurence, NIC LAURENCE. Puis je pense que le lien est attaché à ma bio. Puis le monde peut m'aider financièrement si ça leur tente. Puis tout cet argent-là va dans les traitements prochains de cellules souches. Pour l'instant, je
je passe souvent, je rencontre mes docteurs encore. Cette semaine, je me suis fait dire que j'avais encore beaucoup de pression sur les nerfs optiques. Donc, ça me stresse beaucoup. À savoir, est-ce que ça va affecter les cellules souches? Donc, faut que je m'occupe de tout ça avant autre chose aussi. Puis, c'est beaucoup de stress en ce moment que j'essaie de me débarrasser. Puis, je le fais avec... je suis très chanceux d'avoir beaucoup d'amis autour de moi, ma famille. J'ai le pouvoir d'aller au gym à tous les matins. Fait que je prends tout ce qui est positif, toutes les ressources qui sont autour de moi pour pouvoir avancer le mieux possible. Moi, il y a deux choses que je voulais qu'on parle avant de terminer. Il y a une chose que je sais que j'ai le droit, l'autre je le sais pas, mais je vais prendre le risque. Mm-hmm. C'est que tu vas avoir un appartement quand même dans la Fondation des aveugles du Québec. Ouais, ça on est chanceux d'avoir eux autres. Parce que je pense que ça peut être un gros plus. Je pense que ça peut être... Ouais, ça va changer certaines choses. Je sais pas, ça... Quelqu'un qui m'a dit, j'aime bien écouter un psychologue qui parle, qui dit... Quand tu changes la façon que tu vois les choses que tu vois changent. Puis c'est très vrai. C'est quelque chose que j'expérimente à tous les jours. Donc ça peut être négatif ou positif. De toute façon, je peux regarder ça, gars. Moi, je suis un gars de nature. Je bouge beaucoup. Je veux être dans le bois. Fait qu'aller dans un centre, dans un bloc appartement, entouré de béton, dans Montréal. Ouais, on est loin du bois. C'est pas ce que je veux. Mais je vais être autour. Je vais rencontrer d'autres mondes. Je vais être plus dans une vie sociale, peut-être. Fait que ça, j'essaie de regarder le plus possible le positif. Mais c'est très dur. En tout cas, pour moi. De regarder ce qui est le positif, là, c'est l'être humain est fait de même. Puis d'un autre côté, il y a le côté social, mais il y a le côté affectif, parce qu'on parlait à un moment donné, avant de commencer, je pense, tu me disais que tu rencontrais des demoiselles. Mm-hmm. Puis là, t'as dit, c'est toi-même qui as dit, je vais en parler dans l'entrevue. Tu utilises des applications pour faire des rencontres? Moi j'utilise Tinder. OK. C'est très populaire en ce moment. C'est la plus facile aussi pour moi à utiliser. OK. Elle est très blind friendly. Bon, parfait. Fait que je rencontre beaucoup de personnes. Souvent, ça devient des amis. Puis j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont restés amis. Puis ça me fait sortir. Parce qu'il faut... Ouais. Aveugle, pour moi, c'est le pire handicap. Parce qu'il y a beaucoup d'empêchements. Beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles. Mm-hmm. Mais il n'y a pas juste d'obstacles. On expérience la vie à partir de nos 5 sens. Puis la vision, c'est 90% de l'information qui va à ton cerveau. Donc si tu perds ça, tu perds la réalité dans laquelle tu as vécu pendant 27 ans. Puis c'est là qu'est le côté difficile. C'est le côté émotionnel, le côté moral. Parce que je cuisine à tous les jours. Je fais toutes sortes de salades, toutes sortes de cuisine. Je sors, je vais au gym. C'est pas ça qui est dur. C'est le côté de savoir ce qui me manque, qui m'affecte beaucoup. Ouais, puis que tu as vécu. Ouais, parce que là, tout est rendu plate, on dirait. Prendre une marche, faire du vélo tandem. Pas du vélo tandem, j'ai fait le tour de l'île du Prince-Édouard, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est de savoir qu'est-ce que je manque qui m'affecte beaucoup. Qui est le plus dur pour moi. Fait que j'essaie de prendre tout ce qui est possible pour pouvoir me sortir de ça. Puis Tinder m'aide. Ça me fait rencontrer du monde. Puis je vais manger des sushis. Ou prendre un verre de vin. Tu sais, ça te fait socialiser. C'est bon. Moi, j'aime ça. Il y en a qui trouvent ça plate. Mais là, l'application, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, là, ça fonctionne comment? Tu mets une photo? Puis là, forcément, les personnes qui rentrent en contact avec toi, ils savent que tu as un problème de vision. Donc, j'imagine que... Moi, je le mets dans ma bio parce que, je me suis fait rejeter. C'est pas pour tout le monde. Puis on le sait. Là, je le sais. Puis, moi, je le ferais, vu que je le vis. Quand quelqu'un est bien avec lui-même, c'est facile, c'est le fun. Mais au début, quand je le mettais pas, j'avais des matchs, puis j'en parlais, puis bang, je me faisais unmatcher. Partais courir. Puis c'est correct. C'est la vie, faut l'accepter. T'sais. C'est pas pour tout le monde.
c'est un handicap qui est quand même sévère. Là. C'est beaucoup de... Fait que j'ai décidé de le mettre, puis là, à ma grande surprise, je continue quand même à avoir des matchs, puis le monde sont à l'aise. Ils me font sortir de cet handicap, mais ils me font sortir de la réalité dans laquelle je vis en ce moment. Beaucoup de filles me font sentir comme si j'étais quelqu'un de normal. Puis là, quand je dis normal, c'est pas pour affecter personne. Non. C'est la définition de normal dans le dictionnaire, c'est la moyenne de tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot normal. Puis... qui vont pas faire de ton handicap visuel un obstacle. Non. Là. C'est plus moi qui en parle souvent. Ouais. Puis ils me bloquent, ils arrêtent, ils disent, ils veulent même pas. Le monde ne veut pas savoir que tu vis des émotions, puis que t'as mal, puis tu chiales. Ils veulent le côté positif, right? Ils veulent voir que tu fais quelque chose, puis que tu t'amuses, puis que tu deviens indépendant. Je suis un gars qui est assez très indépendant. Mais c'est d'avoir perdu la réalité. Non, je veux me battre, peu importe le nombre de cellules souches qu'il faut que je réinjecte. Puis si j'espère que la pression n'a pas affecté les cellules souches que j'ai en ce moment, je veux retrouver le soleil, les fleurs, la nature. C'est cute, hein? Mais je veux voir, ouais. Écoute, en tout cas, moi, je te connais pas depuis longtemps, puis j'espère qu'on va avoir la chance de plus se connaître. Je te souhaite vraiment tout le positif que tu peux aller chercher. Je te souhaite d'avoir la force de continuer parce que moi, je ferais pas tout ce que tu fais, en tout cas. C'est de l'ouvrage. Je vais le dire, là, Ouais, c'est de l'ouvrage. Mais la seule chose qui me fait sortir de mon lit le matin, c'est de savoir que j'ai une chance. Mais pour avoir accès à cette chance-là, faut que je passe par des étapes. Faut que je me lève, faut que j'aille au gym, faut que je fasse ma diète, faut que je fasse les levées de fond, faut que j'aille faire les cellules souches. Puis c'est un peu ça qui me motive. J'essaie de prendre ça comme si je renais ma business avant. Mm-hmm. Ben c'est à ça que ça me fait penser. Tu sais, t'avais la force, t'avais l'énergie, tu le faisais, tu fonçais. Ben, c'est un peu comme ça aussi, parce que c'est pour ça que je veux faire ça tout de suite, puis pas dans 10 ans. Exact. Et je sais pas qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans. Ah, ben, tu sais, là, je pense qu'on est tous égaux, hein. On le sait pas personne. Donc, là, ils disent « Make hay while the sun shines ». Ramasse ton blé pendant qu'il fait soleil. En tout cas, quelque chose du genre. Puis c'est un peu ça en ce moment. J'ai l'énergie là. OK, je vais avec les symptômes, mais faut que je me sauve de ça aussi. Si je reste chez nous à rien faire, tout ce que j'entends, c'est les vibrations, les acouphènes, la neige que je vois dans ma vision. C'est ça. Fait que je m'enfuis de ça au gym. Puis ouais, je prends tout ce qui est possible. J'essaie de sourire le plus possible. Puis, ouais, je rencontre bien du monde. Je m'attache au positif puis aux ressources que j'ai. On va tous se mettre ensemble pour essayer de tous s'envoyer du positif. J'espère que les gens vont entrer en contact avec toi. Moi, je pense en tout cas que d'aller vivre à la fac, là, je dirais pas où tu vas vivre, mais... Ça va sûrement être la meilleure chose qui va m'arriver cette année. Moi, je le sais, c'est où, puis en tout cas, moi, c'est le bloc que j'aurais choisi. Ouais, à côté du stade olympique, à côté des gyms... ouais, oui. Je sais pas, je l'ai dit tantôt, je suis pas un fan de Montréal, mais je vais apprendre à aimer ça. À tirer le positif de Montréal puis de ce coin-là. À aimer l'humidité. Puis... Voilà. Ah non, j'aime bien le monde. J'ai des bons chums à cette heure que j'aimerais peut-être que tu invites sur ton podcast l'année prochaine, si tu le fais encore. Je vais le faire encore. Ils sont nés aveugles. Puis quand on se parle, tu vois, ils me disent, tu sais, Nick, moi, je sais pas ce que je manque. Je l'ai pas ton côté émotionnel. Ils ont d'autres challenges parce que c'est tout le monde qui sont partis du Mexique puis du Bahamas tout seul pour venir au Canada. Faut le faire, là. Ça, c'est motif. Ça, eux autres, ils me motivent. Là. Je peux chialer. Puis après ça, j'arrête quand je pense à eux autres. Mais tu vois, c'est la beauté de faire un podcast comme ça, c'est qu'on rencontre toutes sortes de gens avec toutes sortes d'opinions, toutes sortes de façons de voir les choses, puis c'est extraordinaire. Ouais. On est chanceux au Québec. Il y a beaucoup d'associations. Je pense qu'il y en a 200. Ah, il y en a beaucoup. Ça, c'est vrai. On est chanceux. Puis, ouais, c'est un handicap qui est très sévère, mais il y en a qui disent que ça pourrait être pire. Moi, je sais pas si c'est la meilleure façon de penser. Mais je sais pas. Je dis que ça pourrait être meilleur. Puis c'est le même que je pense à tous les fois le matin. Je dis, mais ça peut être meilleur. Fait que
ça me fait lever. Ça me fait aller au gym, suer pendant 30 minutes parce que je sais que ça va bouger le sang. Puis... Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, super agréable de faire l'entrevue avec toi. Moi aussi. Puis on va continuer, nous autres, à micro fermé, on va aller souper. Ouais, parce que je peux continuer pendant des heures. Je continuerai moi aussi. On pourrait faire un spécial 4 heures. Mais j'ai une meilleure idée. L'année prochaine, non seulement je vais continuer à faire le podcast, Mais je vais te réinviter. ouais, mais c'est un peu ça, c'était le message, là, c'était parce qu'on se fait tous dire par le docteur que oui, quand il va y avoir quelque chose, on va l'avoir nous aussi. Mais c'est pas comme ça. Il y a bien des côtés noirs aux cellules souches par les compagnies pharmaceutiques qui bloquent ça. Puis pourquoi ils donneraient des cellules souches à quelqu'un quand ils peuvent donner 25 pilules à quelqu'un qui a le Parkinson? Puis tu sais, il y a le côté profit. Puis Ouais. toutes ces questions-là. Fait que moi, je dis, arrêtez de penser, de regarder juste à Montréal puis au Canada. Il y a le Costa Rica, il y a le Mexique, il y a le Cuba, la Russie, l'Allemagne, l'Inde, qui ont moins de régulation, qui sont plus en avance. Puis qui dit que quand ça va être accessible, ça sera pas juste dans le privé, ou que ça sera pas quand même 20 000 $. Right? Fait que, moi, c'était toutes ces questions-là qui me trottaient dans la tête. Là, fait que. Ben, je pense que ça nous prend des gens pour se les poser, ces questions-là. Parce que bien des gens que je trouve qui abandonnent trop vite. Puis je pense que là, toi, tu es un très bon ambassadeur. Mais encore là, je sais pas si ça marche. Mais On le saura pas sur le champ, on va le savoir. gars, j'ai de la pression sur mes neurotiques encore. Je suis déçu, ça me stresse. Fait que fiez-vous pas à mon résultat. Mais... Comme tu t'es pas fié sur les résultats de tout le monde. Ouais. Mais... Fait que c'est ça. Voilà. En tout cas, un gros merci, Nicolas. Merci à toi. Là, on va manger notre poulet. On va manger notre poulet. Et puis Parlant nous... de diète. Moi, à la maison, je vous invite à continuer de nous écrire, comme Nicolas le fait d'ailleurs. Et puis, continuer de nous écouter, de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. S'ils veulent me suivre, ben c'est sur YouTube, Vision Quest, My Stem Cell Story. J'ai une couple de vidéos, puis je mets d'autres vidéos. Je vais mettre une vidéo prochainement là, de moi puis 2 autres gars que j'ai rencontrés en Thaïlande, des paraplégiques, puis quadraplégiques. Puis eux autres aussi faisaient des cellules souches, puis ils vont voir leur histoire. Puis aussi, Facebook, Nick Laurence, N-I-C, espace L-A-U-R-E-N-C-E. Puis Instagram, même affaire, mais avec la barre, le trait en dessous, entre les deux. Non. Voilà. Ça que vous avez toutes les façons d'entrer en contact avec Nicolas. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.